Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Florence Sueur au micro, bienvenue au bar de l'économie en FM avec IDFM Radio Anguin, en vidéo live sur Facebook et retrouvez-nous bien sûr sur YouTube ou sur notre plateforme bardeléconomie.fr. Alors aujourd'hui, portrait de l'activité économique et de l'industrie en Seine-Saint-Denis. Et pour cela, j'ai la chance et je les remercie d'être à mes côtés en présentiel. Danielle Dubrac, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes la présidente de la Chambre de commerce de Seine-Saint-Denis. Vous avez aussi présidé l'école de la seconde chance, toujours en Seine-Saint-Denis, bien sûr. Et votre profession, c'est administratrice de biens, syndic immobilier, si nos auditeurs préfèrent, et toujours, bien sûr, en Seine-Saint-Denis. À vos côtés, Jérôme Bénilan, bonjour. Bonjour Florence. Vous dirigez le groupe Grangeman, qui représente les filiales, ou les sociétés, si je puis dire, Cepelco, Multiplast et Europlast, qui agit dans la signalétique. Vous êtes un imprimeur grand format, vous travaillez dans des secteurs dits non essentiels, notamment la publicité, l'événementiel, la culture. Donc vous êtes en train de transformer vos activités et vous allez vers l'imprimerie 3D pour des produits, j'imagine, sur mesure. Et puis vous allez créer une école pour l'industrie avec Industrie, on en parlera tout à l'heure. Et puis ce qui est beau, c'est que vous allez investir plus d'1,5 million d'euros, bien sûr, et vous avez pour cela obtenu une subvention de la région Île-de-France de 150 000 euros et de l'État une aide de 500 000 euros. Et vous avez été accompagné pour cela par la Chambre de commerce, justement, de Seine-Saint-Denis. Elliot Lacour, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directeur général du groupe Sebico. Vous êtes un spécialiste de l'assainissement et de la gestion des eaux de pluie. Vous commercialisez aussi des matériaux de construction. Vous faites partie du syndicat professionnel l'IFEP, l'industriel français de l'eau et de pluie. Et vous êtes d'ailleurs, dont vous êtes le trésorier. Vous aussi, vous avez obtenu une subvention PMUP de la région Île-de-France pour un projet d'implantation d'une nouvelle chaîne de fabrication dans vos solutions de valorisation de l'eau de pluie. Et vous allez investir à peu près pareil que Jérôme Bénilan, c'est-à-dire la somme d'un peu plus d'1,6 million d'euros. Et vous avez obtenu une subvention de la région Île-de-France de 650 000 euros. On parlera de tout cela dans quelques minutes, car comme à l'accoutumée, c'est nos infos du jour. Et on commence tout de suite par le débrief sportif. Bruno est de retour avec nous. Bonjour Bruno, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors comment ça va ce matin Florence? Mais ça va plutôt bien et vous Bruno? Oui, et vous Bruno? Bien, bien. Non, je vous demande ça parce que ce week-end, c'était pas franchement évident de se déplacer. Je parle pas du couvre-feu mis en place depuis samedi à 18h. Mais de la neige qui est tombée sur notre région, vous avez vu comme c'était beau et cela avait été bien annoncé par les prévisions météo. C'était vraiment un temps à sortir les skis. Eh bien, c'est exactement ce qu'ont fait nos sportifs et ils ont bien fait. Oui, il fallait être sur des skis pour se faire plaisir. Jugez plutôt. En biathlon, la Française Julia Simon a remporté hier l'épreuve de la Mastart à Oberhof, en Allemagne. C'est sa deuxième victoire de la Française qui s'était imposée en mars dernier. En ski alpin, ce sont les hommes qui se sont mis en évidence. Alexis Pinturo a terminé à la 3e place du slalom de Flachau en Autriche. C'est le Norvégien Sébastien Foss-Solvag qui s'est imposé dans cette épreuve. Le week-end avait déjà bien commencé pour les skieurs, car dès samedi, Clément Noël avait signé son premier podium de la saison avec une très belle 2e place. Mais ce n'est pas Noël tous les jours. Et hier, le Français a commis une faute dans la première manche qui l'a envoyé à terre. Voilà, ce n'était pas plus compliqué que ça. Il fallait avoir des skis ce week-end pour voir les Français briller. Il y en a d'autres, qu'il pleuve, qu'il neige et surtout qu'il vente, foncent dans une incroyable bataille. Je veux parler bien sûr du Vendée Globe, cette course magnifique autour du monde en solitaire et sans escale. Alors que les marins de tête ont franchi l'équateur, la remontée de l'Atlantique Nord s'annonce passionnante. Charlie Dalin est toujours en tête, mais juste derrière lui, Louis Burton, Boris Herman et Thomas Ruyon et Yannick Bestaven sont à l'affût et prêts pour un sprint final qui s'annonce passionnant. On va suivre ça de près dans les prochaines semaines. Et puis, je ne sais pas si vous savez, Florence, mais actuellement, le championnat du monde de handball se déroule en Égypte. La France a remporté ses 2 premiers matchs contre la Norvège et l'Autriche et joue aujourd'hui contre la Suisse, un adversaire à sa portée. L'équipe de France n'est plus aussi rayonnante qu'il y a quelques années, mais c'est exactement le genre d'équipe capable de créer une petite surprise
au moment où on n'attend pas. En dehors de ça, en football, le PSG est allé gagner samedi à Angers 1-0 et retrouve sa place de leader après la surprenante défaite de Lyon à domicile contre Metz hier soir 1-0. Surprise aussi en top 14 de rugby, le Racing, qui ne s'était incliné qu'une seule fois sur sa pelouse, a perdu 23-29 face à Toulon, une équipe chère à mon cœur. Le tout, bien sûr, dans des stades vides. Pour finir, un petit mot de soutien aux employés du journal L'Équipe, le journal n'apparaît plus depuis une semaine. C'est un journal où j'ai travaillé pendant 23 ans et je pense bien fort à eux. Voilà, vous avez bien compris que ce n'était pas le week-end sportif le plus excitant de cette année qui vient de commencer. J'espère le plus rapidement pouvoir vous parler de chaudes ambiances avec des tribunes pleines. C'est un de mes vœux pour 2021. Au revoir et à très vite. Merci beaucoup Bruno, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. On poursuit avec nos infos du jour et dans le droit fil de notre émission de vendredi réservée à l'inceste et à la prostitution des enfants et aux violences faites aux femmes, je voulais quand même vous redonner quelques chiffres. Alors bien sûr, ce sont les chiffres 2019 parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2020. C'est notre invité de vendredi, le président donc, de l'association du côté des femmes qui nous a fait part de tous ces chiffres. Les violences donc ont augmenté en 2019 de 16%. 142 310 dossiers, les féminicides 146, plus 25% par rapport à 2018. En 2020, on a un petit peu baissé, 98 féminicides, j'allais dire, mais c'est les violences par contre qui ont carrément augmenté du fait des confinements successifs. Alors d'ailleurs, les appels en comparatif du premier semestre 2020 contre le semestre 2019, c'est plus 192%. Les violences durant les deux périodes de confinement, c'est plus 60%. Je parle des violences faites aux femmes. Le 3919, c'est bien sûr la ligne d'écoute nationale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Je vous le rappelle, il ne faut pas hésiter à faire ce numéro. Ils ont à peu près 280 appels par jour en moyenne, soit plus 53%. 53% des victimes ont entre 20 et 29 ans, et ça c'est quand même très important, c'est pour ça que je voulais en parler ce matin. Les types de violences subies. Alors, violences psychologiques, c'est 89% des appels. Les violences verbales, 80%. Les violences physiques, 67% des victimes. Les violences économiques, 23%. Et les violences sexuelles, 8%. Les victimes maintenant par groupes sociaux professionnels. Les employés, 31%, les professions intermédiaires, 30%, les cadres et professions intellectuelles supérieures, 23%, autres, 16%. Maintenant, les agresseurs par groupes sociaux professionnels. Ouvriers, 19%, employés, 24%, cadres et professions intellectuelles supérieures, 26%, artisans et commerçants et chefs d'entreprise, 21%, autres, 10%. L'association du côté des femmes, je vous rappelle, est basée entre autres à Cergy et à Sarcelles en Val d'Oise. Son numéro d'écoute, c'est le 01 84 244 234 ou le 3919. Les SMS d'urgence, vous pouvez faire aussi le 06 33 84 97 84. Pour les mails, eh bien, il faut taper MES, Marie Curie tout attaché, @ducotédesfemmes.asso.fr. Et puis, il y a le site web, sinon, du côté des femmes, mais ça, je suis sûre que vous le connaissez. Les chiffres clés, en tout cas, je vous les rappelle, pour 2019, c'est plus de 23 052 actes de violence dénoncés, 1341 femmes suivies par l'association toujours du côté des femmes, 1439 enfants suivis, 1369 écoutes téléphoniques et 90 femmes protégées en hébergement secret, bien sûr. Alors, Madame Dubrac, je vais vous passer la parole car je sais que vous avez aidé à dénoncer ces violences. Oui, Florence, d'abord merci de votre invitation. Nous, dans les professionnels de l'immobilier, dans l'habitat collectif privé, ont été amenés du temps de M. de Normandie, quand il était ministre du Logement, c'est-à-dire au moment du premier confinement, à faire des signalements sur les violences conjugales, mais notamment aussi les violences des enfants. Et donc nous avions mis des affiches dans nos parties communes d'immeubles, dans les halls, de façon à ce qu'on puisse être relais. Une personne qui n'ose pas porter plainte, qui n'ose pas, pouvait faire un signalement à son gestionnaire d'immeuble, et ensuite nous étions relais auprès des services compétents.
Ça a eu beaucoup de succès malheureusement parce que le confinement a amené beaucoup de proximité entre les personnes. Les gens télétravaillaient, les écoles, les enfants faisaient leurs écoles. Et puis c'est là qu'on a vu l'acoustique aussi des immeubles qui n'étaient pas forcément performants partout. Donc ça a généré effectivement des conflits et malheureusement des violences sur les enfants et sur les femmes. Absolument, c'est pour ça que je voulais en reparler ce matin. En conclusion de notre émission de vendredi, que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur YouTube ou sur notre plateforme barredeleconomie.fr. Merci beaucoup Madame Dubrac. Je rappelle que vous êtes présidente de la Chambre de commerce de Seine-Saint-Denis. Alors, autre info du jour, bien sûr, c'est toujours le coronavirus en priorité. En France, les tests salivaires pourraient bientôt être disponibles pour dépister la population contre le coronavirus. C'est ce qu'a annoncé l'épidémiologiste de l'Institut Pasteur, Arnaud Fontanet, sur RTL. Le temps de la production et de la distribution sont en train de s'organiser pour des dépistages beaucoup plus faciles. Pour lui, les chiffres des fêtes ne sont pas trop mauvais, mais il s'attend à une poussée de l'épidémie en mars ou en avril et il estime une sortie de crise, un retour à la normale pour le dernier trimestre 2021. Toujours sur ce même sujet, la mise en place d'un passeport vaccinal, c'est ce que réclament quelques personnes. Eh bien, à l'échelle européenne, c'est un débat très prématuré et on ne sait pas encore tout sur son impact, en tout cas sur la transmission du virus. On est dans une phase de montée en puissance de la vaccination. C'est ce qu'a déclaré Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur France Info. On est dans une phase donc où la phase grand public est surtout prévue au printemps. Il parle de la phase vaccination. Pas de fermeture des frontières, mais des contrôles. Et puis il y a une discussion européenne cette semaine. Car la production de Pfizer reprendra. Vous savez que Pfizer a annoncé des ruptures dans ses livraisons pour cause de réorganisation de sa production et ça devrait reprendre dès le 25 janvier pour s'accélérer dès la mi-février. C'est ce qu'a estimé donc Clément Beaune et c'est pour ça qu'on parle d'une majoration de vaccination au printemps et pour le moment il faut attendre car il faut que les laboratoires puissent distribuer des doses dans tous les pays du monde. Je vous le rappelle. Le dernier sondage IFOP pour la France, en tout cas, indique que 62% des Français sont favorables à la vaccination contre la Covid et pour qu'elle soit obligatoire pour prendre l'avion. Un Français sur deux souhaite une telle obligation dans les transports en commun aussi. Mais là, par contre, Clément Beaune estime que ce n'est pas notre protection de la protection et de l'accès au vaccin. Le chef du gouvernement grec, lui, a appelé mardi l'Union européenne à adopter un certificat standardisé de vaccination pour donner un coup de pouce à l'industrie du tourisme, bien sûr terrassée par cette pandémie. Et donc, Clément Beaune temporise. Nous sommes très réticents, a-t-il expliqué. Si on parle d'un papier, un document qui vous autorise à voyager en Europe, je crois que c'est prématuré. On ne doit pas ouvrir le débat maintenant. Quand l'accès au vaccin sera généralisé, ce sera un sujet différent, a-t-il insisté. Autre information du jour, c'est l'agence norvégienne du médicament qui a établi un lien entre 13 décès et les effets secondaires du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la Covid. Ça, c'est le média norvégien Norway Today qui le rapporte. Pour les personnes qui ont plus de 80 ans, qui sont fragiles et frêles. Voilà, donc là, il y a peut-être des précautions à prendre, à expliquer l'Institut norvégien de la santé publique. Et pour ceux qui ont de toute façon une durée de vie restant très courte, le bénéfice du vaccin peut être marginal ou sans importance, a-t-il dit. Donc si vous êtes très frêle, vous ne devriez pas probablement être vacciné. Une alerte donc pour ces personnes-là. Le couvre-feu à 18h n'aura pas d'impact significatif pour les commerces, d'après le ministre des PME-TPE. Il m'étonnerait beaucoup qu'on fasse 20% de son chiffre d'affaires entre 18h et 19h, a estimé Alain Griset sur Radio J. Il estime que ceux qui ferment habituellement durant l'heure de midi pourraient regagner une heure d'activité en restant ouverts à l'heure du déjeuner ou alors en ouvrant plus tôt le matin pour compenser cette fermeture imposée à 18h. Pourtant, les commerçants grincent des dents et les commerces de bouche font du chiffre d'affaires au retour de ceux, bien sûr, qui rentrent à leur domicile. Le directeur général de la Fédération des entreprises et du commerce et de distribution, Jacques Cressel, a fait remarquer que les courses alimentaires, après 17h, représentent à peu près 30% du chiffre d'affaires. D'ailleurs, les hypermarchés Auchan ouvriront dès aujourd'hui à 7h30
Et les supermarchés à 8 heures, tandis que les enseignes Carrefour ont annoncé qu'elles seront toutes ouvertes à 7 heures. À 7h30 le matin. Chez Super U, ce sera de même à 7h dans certains cas. Et dans les magasins géants, ils vont ouvrir pour certains même à 6h30. Les groupes de grande distribution vont également renforcer leur offre de drive. Chez Carrefour et Auchan, cette option sera disponible dès 7h30 et le dimanche matin. Et enfin, la livraison à domicile sera possible jusqu'à 20h, voire 21h dans les grandes villes, ont annoncé les groupes Auchan et Casino. Alors, comme nous avons quand même 3 professionnels, j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment sur vos activités personnelles, professionnelles bien sûr, et l'impact bien sûr de la pandémie. Madame Danielle Dubrac, on va peut-être commencer par vous, si vous voulez bien. Écoutez, déjà, à titre personnel, moi je suis administrateur de biens, donc on avait fait un protocole sanitaire qui permettait de prendre toutes les dispositions pour qu'on puisse faire visiter les logements, soit en location, soit en achat. Et là, on s'aperçoit que depuis le 16 janvier, nous, on peut toujours visiter à partir de 18h un logement, mais on ne peut plus emmener un client. Or, l'emploi et le logement, on sait bien que c'est quand même quelque chose de prioritaire en France. Donc, on ne comprend pas pourquoi les pouvoirs publics n'ont pas fermé les frontières en temps utile. Sur la vaccination, oui, il faut se vacciner. Moi, je suis impressionnée par des pays comme Israël qui, sur 9 millions d'habitants, en ont vacciné en quelques semaines, quelques jours, plus de 2 millions. La Finlande, il y a très peu de cas non plus parce qu'ils ont fermé. Bon, donc on faut absolument qu'on soit vacciné au plus vite. Ça, c'est très important. Après, sur les conditions, je salue Monsieur Griset et l'État globalement sur toutes les aides qu'ils apportent. Mais ce que l'on veut, c'est pouvoir travailler. Et on trouve des astuces. Il y a plus de 87% de commerces non alimentaires en Île-de-France qui sont fermés. Alors, il y a des tas d'astuces. Vous avez parlé du click and collect, donc de la livraison à domicile après 18h. Ça, c'est bien. Donc, je préconise en tant que présidente de Chambre de commerce, il y a sur le site de CCI Paris-Île-de-France, mais aussi pour les villes qui sont associées, il y a la possibilité d'un référencement gratuit pour tous les commerces, ce qui s'appelle J'aime mes commerces à domicile et qui peuvent donc se faire connaître par les habitants pour pouvoir après livrer après 18h leurs produits. Et il y a aussi une deuxième astuce, enfin deuxième service complémentaire qui s'appelle CCI Entraide Île-de-France. Et ce sont les commerces justement qui vont pouvoir s'entraider pour connaître les fournisseurs qui peuvent les aider justement à augmenter leur activité. Donc c'est vrai ouvrir le dimanche, c'est vrai ouvrir plus tôt, mais nous les salariés, on a déjà lissé les transports en commun, on a déjà proposé à nos salariés de venir travailler à 7h du matin pour pouvoir après partir à 4h de l'après-midi. Donc tous ceux qui vont effectivement étendre les ouvertures de leurs activités, ben, ils vont se retrouver dans les transports en commun et donc il ne va pas y avoir forcément une résolution du problème au niveau sanitaire à ce sujet. Et les salariés acceptent de venir beaucoup plus tôt pour partir plus tôt ? Oui, globalement oui, parce que soit on fait du covoiturage, soit on fait du télétravail, mais le télétravail, vous savez, pour gérer un dossier en face à face, on a quand même besoin de présentiel. Et puis autrement, ben oui, lisser les horaires. Mais là, si tous les commerces ouvrent dès le matin, et c'est très bien, puisqu'il faut pouvoir trouver des astuces, et c'est très bien, ça veut dire que les salariés vont se retrouver dans les transports en commun tous en même temps. Ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est que finalement, on reporte le problème plutôt le matin plutôt que le soir, en fait. C'est ça je comprends qu'il y ait des difficultés, mais la solution, c'est quand même d'être vacciné, et puis et surtout de reprendre l'activité. C'est bien d'avoir des aides, c'est mieux de pouvoir travailler. Merci beaucoup, Madame Dubrac. Je rappelle que vous êtes administratrice de biens et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie. Jérôme Bénilan, est-ce que vous aussi, quel fut donc l'impact de la pandémie donc sur votre activité, puisque vous faites partie des commerces dits non essentiels, puisque vous êtes dans le domaine de vos clients, c'est l'événementiel, la culture, j'imagine les salons, tous ceux qui organisent des salons. Tout à fait. Alors déjà, je vous remercie de me recevoir dans ce seul bar ouvert du matin. On propose même le café. Voilà, c'est sympathique. Non, oui, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, forcément, il y a un ralentissement économique qui met les sociétés industrielles dans une réorganisation extrêmement difficile. Les hommes, nos équipes aussi sont un peu en stress, à chercher à se réorganiser, à chercher à s'adapter finalement à notre organisation, nous, qui change quotidiennement. De toute façon, il est clair qu'aujourd'hui, il faut absolument que la confiance quand même revienne. Je pense qu'il est important que tout le monde
se fasse confiance dans ce monde qui est compliqué. Et je pense qu'il faut enlever ces doutes. Le business doit reprendre. Il faut absolument que les salons, les musées, tous ces univers, les cinémas par exemple, qui sont des lieux, je pense, où on peut tout à fait gérer la pandémie, à différence par exemple des restaurants, même si je rêverais que les restaurants ouvrent, où là on peut, je pense, avec des masques, avec tout ce qu'il nous faut pour nous protéger, permettrait, je dirais, déjà de faire repartir pas mal de business, et notamment les nôtres, qui souffrent considérablement. Mais alors justement, vous comme vous faites partie des activités dites non essentielles, combien de chiffres d'affaires avez-vous perdu? Comment faites-vous? Alors, là, sur 2020, nous avons perdu sur la branche événementielle 50% de notre activité, presque plus que 50% de notre activité. Et sur l'ensemble global, 30% de notre activité. Alors, nous sommes, je ne sais pas si qui nous sommes. On le fera tout à l'heure dans quelques minutes, on va y revenir. C'était juste de donner les grands chiffres. Merci Jérôme Bénilan. Je rappelle que vous dirigez le groupe Grangeman, donc on va détailler dans quelques secondes. On va tout de suite passer la parole pour savoir comment ça se passe au niveau du groupe Sébico. Elliot Lacour. Oui, merci de me recevoir. Comme le disait Jérôme Bénilan à l'instant, c'est vrai qu'on est dans l'adaptation permanente dans nos sociétés. Et ça, c'est vrai que c'est usant pour l'organisation personnelle de chacun, parce qu'il y a le professionnel, mais il y a le personnel. Les gens ont leur vie à côté. Et quand on modifie les horaires régulièrement, c'est difficile. Donc il faut tenir compte de ça et avoir un dialogue social soutenu, en particulier cette année. C'est très important d'être à l'écoute de tous les collaborateurs pour qu'on puisse s'adapter. Donc on tient compte de cela. Après, on a eu la chance d'être sur un secteur d'activité beaucoup moins touché. Finalement, on a été bien sûr très impacté au mois de mars et avril. Et on a dû fermer l'ensemble de nos sites du jour au lendemain, le temps de mettre en place les protocoles, de s'équiper bien sûr en moyens de protection. On a eu la chance de pouvoir rattraper sur la fin de l'année notre retard. Mais voilà, c'est vrai qu'on a cette épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Il faut réagir parfois et s'adapter du jour au lendemain, puisqu'on nous laisse assez peu de temps, nous les entreprises, pour nous organiser quand les décisions sont prises. On est averti au dernier moment, comme le particulier par l'actualité. Et donc il faut du jour au lendemain mettre en place soit de nouvelles mesures ou adapter les horaires. Et ça, c'est assez usant pour les organismes de tout le monde. Je rappelle, Elliot Lacour, en tout cas merci pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez le groupe Sébico qui a environ à peu près 7 usines en France. On verra dans quelques minutes évidemment vos activités en détail. On va tout de suite faire une pause musicale, c'est la fin de nos infos et après la parole circule. Commercial que vous aviez, comment vous faites pour garder vos relations commerciales? Est-ce que vous rappelez quand même vos clients régulièrement? Non, mais ça, je vais vous poser la question. Sauf que le ralentissement est sévère, mais sinon les clients sont comme nous, à la recherche de projets. Parce que tout le monde souffre un peu. Après, il y a ceux qui ont les bras plus solides pour tenir. Bien sûr. Tu nous dis quand? Tu nous dis quand on reprend? On a 116 000 auditeurs. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, portrait de l'activité économique et de l'industrie en Seine-Saint-Denis avec Elliot Lacour, directeur général du groupe Sébico, Jérôme Bénilan qui dirige le groupe Grangeman et Danielle Dubrac, présidente de la Chambre de commerce de Seine-Saint-Denis.
Alors, tout d'abord, je vous remercie encore tous les trois d'être à mes côtés aujourd'hui. Daniel Dubrac, les mesures gouvernementales, donc bien sûr en priorité, finalement la CCI est un agent de liaison. D'ailleurs, les chefs d'entreprise ici l'attestent. Oui, absolument. D'ailleurs, je voulais donner quelques petites informations à nos auditeurs qui sont ou des salariés d'entreprise ou des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants. On est relais d'information. Et vous avez un numéro de téléphone qui est très important au niveau régional, donc ça ne concerne pas que le 93 dans un premier temps, c'est le 01 55 65 44 44. Quand vous appelez ce numéro de téléphone, vous avez des informations utiles qui sont données directement par des conseillers, des experts, et qui vont vous aider à comprendre les aides que vous avez, soit des aides de l'État, soit des aides du Conseil régional, soit des aides des établissements publics territoriaux, c'est-à-dire les bassins d'emploi dont vous dépendez. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, d'abord, sur le site internet aussi de la Chambre de commerce, il y a des fiches d'information qui sont mises à jour en temps réel et que vous pouvez télécharger. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez le satané code APE que vous avez. Or, votre activité, elle n'est pas si cloisonnée que ça. Quand vous êtes, par exemple, dans l'événementiel comme monsieur, vous dépendez du tourisme, puisque vous avez des défilés de mode, vous avez des salons, des conventions, des salons. Et donc, du coup, vous n'avez pas droit à toutes les aides bonifiées parce que vous n'êtes pas dans la liste dite S1. Vous savez, il y a des listes pour les prêts bonifiés ou pour les aides bonifiées. Mais vous êtes dans une autre liste, par exemple la liste S1 bis, mais je vous renvoie sur les conseillers, et donc vous n'avez droit à rien. Donc du coup, l'idée, c'est de comprendre ce à quoi on a droit. Donc c'est un numéro d'information. Après, vous avez un numéro plus spécifique à la Seine-Saint-Denis, mais vous avez la même chose dans Val d'Oise, vous avez la même chose dans les 8 départements, puisque la chambre de commerce régionale, il y a des chambres de commerce départementales, on est dans un écosystème. Et là, si vous faites le 01 48 95 10 94, vous tombez aussi sur des conseillers, mais plus spécifiquement liés à votre territoire. Et là, ils vous donnent des informations de la même manière, mais ils vont vous accompagner grâce à des fonds européens et des fonds de la région. Ils vont vous donner des solutions, ils vont vous aider, vous orienter sur du juridique, sur tous les sujets que vous souhaitez. Voilà, ça n'est pas anonyme, il y a quelqu'un qui répond au téléphone derrière. Ce sont des experts et c'est gratuit pour la personne. Et après, donc vous allez expliquer de façon confidentielle votre problématique, le secteur dans lequel vous êtes, et puis on va vous donner et on va vous orienter surtout gratuitement, parce qu'il y a des tas d'aides, il y a des tas d'informations. Oui, c'est très compliqué, tellement il y en a. Donc vous allez sur les sites internet, vous ne savez pas très bien, vous, à quoi vous avez droit vraiment. Et puis vous avez l'impression que vous avez droit à peut-être un fonds de solidarité, un fonds résilience, mais peut-être pas. Ça dépend du nombre de salariés, ça dépend du chiffre d'affaires. Bref, c'est compliqué. Donc là, il y a des experts qui vous aident, vraiment, je dis, en toute confidentialité. Et une fois qu'ils vous ont aidé, ils peuvent vous accompagner gratuitement. Alors soit c'est de l'accompagnement souvent juridique. La plupart du temps, l'accompagnement est demandé sur du financement. La trésorerie, certes, mais aussi le financement. Au-delà du PGE, au-delà des exonérations possibles, le financement. Après, vous avez la digitalisation. Les premières demandes, c'est le financement. C'est le financement sur 87% à peu près des gens qui contactent. Après, il y a 10%. C'est-à-dire trouver un volant de sécurité pour continuer l'activité et ne pas déposer le bilan finalement. La trésorerie, c'est le point capital. Et je dois dire qu'on est en complémentarité avec les chambres de métiers, mais aussi avec le tribunal de commerce. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir le tribunal de commerce pour éventuellement demander une conciliation. Voilà, si on est en difficulté, vous voulez dire? Oui, si vous pensez que vous avez des difficultés, mais d'abord vous passez par l'expert de la chambre de commerce qui va vous faire un relais au niveau éventuellement du tribunal. Mais donc le but, finalement, c'est de rebondir, c'est pas de déposer. Voilà, bien sûr. Quand on est chef d'entreprise, finalement, ce que vous voulez dire, c'est que c'est la manne de l'État, c'est le fameux quoi qu'il en coûte, en fait. Bruno Le Maire a dit qu'il subventionnerait. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même encore quelques trous dans la raquette. Il y a des entreprises qui passent au travers des mailles du filet. Et donc, finalement, il ne faut pas hésiter à faire appel à vos services, à des personnes spécialisées, oui, en fait. C'est compliqué à décoder parce que on est dans des cas de dérogation, on est dans des cas d'exonération, mais en fonction de chiffre d'affaires, secteur d'activité, code APE aussi. Donc après, cet expert-là va vous orienter et va vous aider. Et alors on s'aperçoit qu'en Seine-Saint-Denis, puisque vous souhaitez en parler, vous avez plutôt des TPE, PME. Il y a à peu près plus de 120 000 établissements. Oui, je souhaitais que vous donniez le profil économique. Vous avez 110 000 établissements
qui ont entre 0 et 9 salariés. C'est absolument phénoménal. Et plus de 80 000 établissements où le chef d'entreprise est son propre salarié. Et donc ces entreprises-là vont avoir évidemment besoin d'aide. Et c'est pour ça que c'est pas toujours facile quand on a la tête dans le guidon pour pouvoir se renseigner. On n'a pas forcément quelqu'un qui s'occupe du RH, on n'a pas forcément quelqu'un qui va aller à la pêche au renseignement. La chambre de commerce peut aider. Et je voudrais dire aussi que donc, la typologie, c'est petites entreprises et ensuite pas beaucoup de digitalisation. Or, vous savez que dans le fameux plan de relance, avec 10 milliards que l'État a mis à disposition, vous avez une partie qui est sur la digitalisation des TPE-PME. Il y a à peu près 3 millions. Et donc, la Chambre de commerce est habilitée à faire un diagnostic de premier niveau et ensuite à orienter la TPE-PME pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir mieux se digitaliser. Alors, vous avez droit à 500 € de par l'État, mais avec la région, vous pouvez aussi avoir jusqu'à 1 500 € et ça joue sur l'investissement, mais aussi sur le fonctionnement. C'est un plafonnement, c'est 50% de la dépense que le conseil régional va donner sur le fonctionnement et sur l'investissement. C'est pas négligeable parce que bon, les commerces ont besoin de connaître tout ce qui est e-commerce. Enfin, ils ont fait des efforts, mais pas tous. C'est pas facile d'appréhender ces solutions digitales. Donc je résume ce que vous venez de dire. Finalement, en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup d'entreprises indépendantes et voire individuelles finalement, et peu de digitalisation. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas d'ordinateur, pas de moyens peut-être, puisque vous dites qu'il y a des aides au niveau matériel, 500 € par l'État, 1 500 € par la région. Un plafond à 1 500 €, 50% de la dépense. Oui, qui sont moins numérisés qu'ailleurs, sans doute. Bon, c'est pas, ils peuvent avoir un site internet, mais ils n'ont pas forcément mis du service en ligne, de la livraison. C'est toute la chaîne en fait qui est importante, puisqu'il faut rendre un service dans des temps contraints. C'est ça qui est important. Donc des fois, c'est pas forcément finalisé. Et vous avez beaucoup d'entreprises en Seine-Saint-Denis qui sont dans le service. Vous avez 69 000 établissements qui sont dans le service et 28 000 dans le commerce. Et au niveau des emplois, vous avez 320 000 emplois dans le service et vous avez 82 000 emplois dans le commerce. Donc c'est pas négligeable sur 500 000 emplois. Vous voyez que la part du service et du commerce est importante. C'est pour ça que quand les commerces non alimentaires sont fermés, c'est compliqué. En Seine-Saint-Denis en particulier. Voilà, exactement. Je voulais dire que sur les astuces qu'on évoquait tout à l'heure, la CCI de Creuse, avec la CMA de la Creuse, a mis en place un dispositif pour que les cafés-restaurants puissent ouvrir entre midi et 2 pour les salariés. Ça se fait en accord avec la préfecture. Les chambres de commerce et de métiers sont là pour bien regarder que la dérogation, vous savez, quand vous pouvez être une cantine, vous pouvez être un restaurant d'entreprise, donc vous avez des dérogations associées à ça. Et donc les entreprises conventionnent avec un restaurant. Et donc les salariés peuvent aller manger dans un restaurant puisque c'est considéré comme un restaurant d'entreprise par dérogation. Donc vous voyez, on trouve des tas d'astuces pour aider et les chambres de commerce et des métiers sont là pour aider. Et finalement, est-ce que c'est une idée que vous allez reprendre pour votre département ? On y réfléchit. Moi, j'aimerais bien, évidemment, vous savez qu'on aimerait bien qu'il y ait moins de chômeurs possible et qu'il y ait moins de dépôts de bilan possible. Actuellement, le taux de chômage est le plus élevé. On est à plus de 9,2%. Alors justement, dans les particularités du 93, vous venez de citer le taux de chômage, où en sont les créations d'entreprises et les dépôts de bilan? Alors là, ça c'est magnifique entre guillemets, mais attention, c'est artificiel, parce que comme on a des aides, on a même eu un PGE, donc un prêt garanti par l'État, qu'on va devoir peut-être rembourser au mois de mars, bien que l'État, monsieur le maire, a annoncé que ça pouvait être décalé, qu'il n'y avait pas de souci. Mais nous avons eu plus de 5%. Alors vous avez les immatriculations qui dépendent du CFE, du Centre de formalité de la CCI. Vous savez qu'on peut s'immatriculer aussi, les auto-entrepreneurs, par exemple au niveau de l'URSSAF et au niveau de la Chambre des métiers. Eh bien, figurez-vous qu'en 2020, on a eu plus d'immatriculations que 2019. Globalement, c'est 30% de plus. Et quand on regarde ces 30%, vous savez qu'il y a des personnes morales qui s'immatriculent, mais il y a aussi des personnes physiques. C'est les personnes physiques qui ont explosé. Et quand on regarde pourquoi, eh bien, figurez-vous que ce sont les cyclistes à vélo, type Uberistes, type ceux qui font de la livraison, qui se sont immatriculés justement pour rendre ce service. Et au niveau des radiations, puisque c'est un peu le pendant, eh bien oui, on a eu moins de radiations. On a eu moins 26% de radiations globalement sur l'année.
Et ça s'explique parce que pour l'instant, le chef d'entreprise, il fait tout pour ne pas pouvoir se radier, pour ne pas pouvoir déposer le bilan. Et ceci est peut-être artificiel. Je pense qu'il faudra regarder et peut-être nous réinviter, si vous le souhaitez, avec plaisir. au mois d'avril pour faire un petit peu un état. Avril, mai ou juin même, voilà, peut-être. Il faudra peut-être voilà, attendre le mois de juin absolument. pour voir un peu l'impact. Moins de radiation, plus d'immatriculation en Seine-Saint-Denis. Et globalement, les immatriculations en Ile-de-France, c'est un peu la même chose. Ceci dit, vous avez parlé du PGE. Le PGE, donc, effectivement, j'ai annoncé cette bonne nouvelle la semaine dernière. Le PGE peut être décalé jusqu'à temps que cette pandémie soit terminée. Donc, ça veut dire pratiquement jusqu'au présidentiel de l'année prochaine. Mais attention, ça n'est pas automatique. Il faut le négocier avec sa banque. Oui, Donc là, faut-il encore que la banque l'accepte? Oui, bien sûr, mais pareil, hein, excusez-moi de rabâcher pour ma paroisse. Vous êtes là pour mais ça. Bon, la Chambre de commerce, elle est là, elle relaie, elle informe et elle aide et c'est gratuit. Donc si on a un problème avec sa banque, vous voulez dire que dans le 93, vos équipes sont là en support des entreprises? On a de très bonnes relations avec la Banque de France qui va être relais aussi avec les banques. Vous avez le médiateur des entreprises, vous avez le médiateur du crédit, vous avez tout ça. Le gouvernement a quand même mis en place beaucoup de choses. Donc effectivement, nous pouvons être relais avec ces médiateurs et avec la Banque de France. On va d'ailleurs poser la question à nos deux autres invités sur les relations avec les banques. Est-ce que c'est facile pour vous? Qui veut commencer à... Est-ce qu'une banque finance facilement l'achat d'une machine-outil, par exemple? Alors en ce moment, c'est compliqué. Jérôme Bénilan. Voilà. Alors je voulais juste aussi relever pour Madame Dubrac, qui toutes ses équipes nous ont considérablement aidés aussi dans cette phase. Et la Chambre de commerce a été, c'est vrai, un bon partenaire sur ces recherches de subventions, sur les solutions et les constructions de dossiers qui sont souvent compliqués, qu'on doit allier et notre métier du quotidien et des solutions finalement connexes pour accompagner ces entreprises qui cherchent finalement la croissance et aussi à résister en ce moment, puisque c'est surtout ça le job du moment. Alors pour rebondir sur les investissements, c'est compliqué, puisqu'en effet, aujourd'hui, nous avons bénéficié d'un PGE, finalement, qu'on nous a glissé, je dirais, en avril de l'année 2020, là où personne ne savait où tout ça nous menait. Aujourd'hui, moi, je vois des entreprises qui se sont endettées, entre guillemets, pour sauver la planète, hein, et potentiellement résister à une crise qui, a priori, pour l'instant, n'a pas de fin claire. Et tant que c'est pas clair, je ne sais pas bien comment les entreprises vont faire pour pouvoir trouver des solutions au remboursement de ces dettes, hein, sachant que pour moi, il s'agit de dettes impures, donc des dettes qui n'ont finalement pas de lien avec l'activité. Et cela, oui, va être un vrai sujet. Donc je ne sais pas comment l'État peut aussi adapter peut-être demain des solutions pour accompagner les banques à proposer des solutions au niveau assez général pour les entreprises qui en ont bénéficié, parce que ça ne pourra pas tenir. L'entreprise aujourd'hui, par exemple comme la nôtre, c'est une entreprise qui transforme quasiment 90% de l'ensemble de ses produits, et donc vous avez en gros 30% d'achat, 30% de masse salariale, quelques frais et des investissements. Si demain ce PGE vient remplacer l'investissement, je crains que la troisième ou la quatrième vague soit surtout économique. Fasse très mal, c'est ça que vous voulez dire, hein. En tout cas, ça peut se dessiner. Mais vous, le PGE, à titre personnel, vous l'avez consommé ou bien vous... Enfin, à titre personnel en tant que chef d'entreprise, vous avez donc souscrit au PGE, vous venez de le dire. Vous l'avez consommé ou vous l'avez mis de côté en attendant de voir un petit peu? En tant qu'industriel, il a forcément été consommé. Alors évidemment, pas en totalité, hein. Aujourd'hui, le gel de mars-avril a considérablement consommé de PGE d'entreprise. Aujourd'hui, il se consomme, il se grignote lentement dans l'attente d'une éventuelle reprise. Hein. Pour moi, la reprise
entreprises, c'est la réouverture des salons, hein, je vous l'ai dit, c'est peut-être aussi les aéroports, hein, tant que le monde ne peut pas venir, tant que les échanges ne peuvent pas revenir, tant qu'un aéroport ne rouvrira pas ses portes, les salons n'auront pas d'intérêt économique et seront très compliqués à gérer. Merci Jérôme Benilla. On va poser la question à Elliot Lacour. En tant que chef d'entreprise, vous, le PGE, y avez-vous souscrit? L'avez-vous consommé? On y a souscrit. Grâce à la reprise de l'activité fin 2020, nous n'avons pas eu à y toucher. Donc aujourd'hui, on le garde en réserve, voilà, en tant que sécurité par rapport à la trésorerie. Et on attend de voir effectivement quelles seront exactement les dispositions proposées par les banques et par l'État pour le remboursement. Voilà. Vous allez donc faire appel à la banque pour demander un report du remboursement? Non, on envisage de rembourser tout ou partie sur 2021. Après, effectivement, je pense que, comme le soulignait Madame Dubrac tout à l'heure, quelque part, il faut être très vigilant sur 2021, puisque sur 2020, grâce à toutes les aides qui ont été mises à disposition des entreprises, quelque part, on vit un peu sous perfusion. Et il se peut que finalement 2021, que ce soit en 2021 que voilà, vraiment les défaillances apparaissent. Nous on l'a toujours constaté historiquement, même quand il y a eu la crise des subprimes, ce genre de crise historiquement, l'entreprise a toujours bien résisté à la crise, et c'est plutôt les années suivantes qui ont été plus difficiles. Voilà, il faut être très vigilant. On attend tous bien sûr de la reprise, mais il se peut que voilà, l'année 2021 reste très compliquée. Absolument. Vous avez raison d'être prudent, je pense, suite à ce qu'on annonce au niveau des vaccins. Ce sera qu'au second semestre, en fait, qu'on risque de voir une petite envolée de la vaccination. Madame Dubrac, je reviens vers vous parce que la CCI fait pas mal de choses très intéressantes. Et notamment, j'ai relevé votre page Facebook qui s'appelle le fil Facebook CCI 93, où là, je vais peut-être redonner l'adresse. Donc c'est la page facebook.com/CCI93. Là-dessus, on a pas mal d'infos. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suffisamment entendu ce qu'on a dit, bon, de toute façon, on peut réécouter l'émission, mais malgré tout, c'est intéressant d'aller sur votre page Facebook. Et je rappelle aussi ce que vous faites malgré la pandémie, c'est les trophées. L'espoir de l'économie, vous voulez peut-être en dire un petit mot, parce que la date de dépôt limite des candidatures approche, c'est le 25 janvier. Alors vous essayez de trouver les pépites de l'économie du futur? Absolument. Ce trophée, il existe depuis des années avec le conseil départemental et aussi en consolidation avec la Chambre des métiers. Donc il s'agit de repérer, pour les gens qui, bien sûr, ont déposé un dossier, quelle est l'entreprise qui a le mieux réussi, que ce soit une entreprise en création d'entreprise. On avait trophée aussi sur la femme de l'entreprise ou une reprise. Les reprises sont importantes parce que dans ce cas de contexte un peu anxiogène, certaines entreprises voudraient aussi passer le relais et céder son entreprise. Donc c'est aussi à ne pas négliger. La création, c'est bien. On a vu qu'il y avait beaucoup d'immatriculation. Mais la reprise, c'est aussi intéressant. Donc, il y a des trophées. Donc là, vous parlez de transmission d'entreprise. Donc, il y a des entreprises à racheter en ce moment. Oui. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui considèrent que peut-être il est grand temps de céder l'entreprise, peut-être parce que ils arrivent à un âge normal. Mais je pense que le contexte, le climat un peu anxiogène de chacun d'entre nous fait que on va passer le relais. Donc certains ont décidé de partir en retraite peut-être. Est-ce qu'il y a des équipes spécifiques à la CCI qui accompagnent justement la transmission? Oui, alors on est organisé en domaine de compétences. Et donc sur les 8 CCI, chacune s'occupe d'un domaine. Pour la Chambre de commerce du 93, c'est le commerce. C'est pour ça que je suis peut-être un petit peu plus liée au commerce. Mais pour la reprise d'entreprise, c'est la CCI 75. Mais peu importe celui qui se pose des questions, peut aller se renseigner aussi dans le 95, dans le 93, et ensuite on lui passera l'expert correspondant. Récemment, il y a eu une manifestation qui s'appelle Transfert, qui a fait un peu l'objet de rencontres. Alors c'était évidemment digital, il n'était que virtuel. Ça a permis à des gens d'avoir des renseignements de toute nature, que ce soit fiscal, social, et puis aussi des rencontres entre deux parties, celle qui veut céder et celle qui veut reprendre. Voilà. Quand je parlais de radiation tout à l'heure, je ne parlais pas des défaillances. Sur les défaillances, il faut savoir qu'il y a moins 28% en Ile-de-France en ce moment. Et ça explique grâce aux aides de l'État.
Hein, Bien c'est pour sûr. ça que tout ça, il faut être attentif, parce que je pense que c'est très, très fragile ce que l'on vit aujourd'hui. Et tant mieux s'il n'y a pas de défaillance, tant mieux s'il n'y a pas de radiation. C'est pour ça qu'il faut aider, il faut que chacun se concerte dans les chambres de commerce, dans les chambres de métiers, aussi avec les mouvements patronaux. Vous avez des clubs d'entreprise ou des clubs d'experts qui sont là et qui discutent en réseau. Je pense que c'est important de discuter en réseau aujourd'hui, parce que d'abord, on voit les bonnes pratiques, et puis en plus, on peut aussi, pourquoi pas, sur un appel d'offres, répondre ensemble. On n'est pas concurrents aujourd'hui, il ne faut pas rester isolé. Il faut bien sûr se connaître, on ne peut pas répondre à un appel d'offres si on ne se connaît pas, mais il faut se fidéliser, et surtout, je dis souvent, entreprise territoire. C'est-à-dire, vous êtes sur un territoire, n'hésitez pas à aller voir vos élus, n'hésitez pas, et les chambres de commerce, chambres de métier, ou même les clubs d'entreprise, même les mouvements patronaux que sont la CPME ou le MEDEF, peuvent vous aider à rencontrer telle et telle personne, et puis surtout connaître les possibilités qu'il y a sur un territoire. Aujourd'hui, sur notre territoire, on a quand même les Jeux Olympiques, on a quand même le Grand Paris Express, on a plein de choses. Dans le Val d'Oise aussi, bien sûr, vous avez le Grand Paris Express, un petit bout de la ligne 17. On a soutenu d'ailleurs, entre parenthèses, la ligne 17, qui est complémentaire de CDG Express. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut sortir, si je puis dire, même si c'est une liaison téléphonique ou un Zoom ou une visioconférence, il ne faut surtout pas rester isolé. Est-ce que vous commencez déjà à mesurer l'impact économique que ça peut apporter aux entreprises, le Grand Paris Express ou les JO? Alors, il y a déjà eu sur le Grand Paris Express, parce que bon, il y a déjà la ligne 15, etc., qui sont en route, et il y a des statistiques qui sont tenues par la Société du Grand Paris. Et curieusement, je dis ça à tous les auditeurs qui sont des TPE, PME, il y a des TPE, PME, je n'ai pas les chiffres en tête, j'en suis désolée, mais qui ont répondu. Alors évidemment, ils étaient pas en forcément celui qui avait le marché. Quand vous avez Eiffage, que vous avez Rabot du Tilleul, vous n'avez pas le marché, mais derrière, il y a d'autres marchés secondaires, et c'est là où les entreprises sont importantes. Et à la CCI, on a une plateforme qui s'appelle CCI Business, j'allais oublier d'en parler, qui est gratuite. Vous vous inscrivez naturellement sur cette plateforme, et après, vous avez droit à des informations d'une part, et en plus, vous pouvez rencontrer les donneurs d'ordre d'autre part, qui vont, vous avez sous forme de speed meeting, vous présenter votre entreprise, et le donneur d'ordre se dit, tiens, ça peut peut-être être intéressant pour moi, j'ai eu tel marché, je vais donc demander à cette entreprise de présenter un devis. Ça c'est très important. Ne restez pas isolé, c'est pour ça que je dis tout ça, il y a plein de choses qui se passent pour rebondir, il ne faut pas être isolé. CCI Business, c'est effectivement très important pour recenser les entreprises d'un territoire, en fait. Je parlais de CCI Business parce qu'il y a des tas de donneurs d'ordre. Il y a le Grand Paris Express, enfin la Société du Grand Paris, mais vous avez aussi RTE, vous avez aussi Engie, vous avez aussi Enedis, vous avez aussi à travers certains secteurs de l'immobilier des gens qui vont construire, et puis vous avez les Jeux Olympiques. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On va faire, si vous voulez bien, une seconde pause musicale. Et ensuite, on va plonger dans l'industrie. On en profitera pour reparler des... On va passer la parole à Jérôme Bénilan et on en profitera pour reparler un peu des salons parce que vous aussi, ça vous impacte terriblement. J'ai les chiffres. Donc, obligé de baisser. On y retourne ? Déjà. Ça fait déjà plus d'une minute. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons économie, vitrine économique et industrielle du 93, de la Seine-Saint-Denis. Et pour cela, j'ai à mes côtés Danielle Dubrac, présidente de la Chambre de commerce de la Seine-Saint-Denis, Elliot Lacour, directeur général du groupe Sebico, et Jérôme Bénilan, président du groupe Grangement. Directeur général, Jérôme Bénilan. D'ailleurs, c'est à vous que je vais passer la parole tout de suite. Mais avant juste, nos pauses musicales. La première, c'était Maggie Rogers avec Back in My Body. Et puis celle-ci, c'était Agnès avec Finger Crossed. Alors, Jérôme Bénilan, vous êtes dans le domaine de la signalétique, de l'impression grand format, de l'événementiel, de la publicité, des salons.
Vous transformez aussi de la matière plastique et vous êtes en train de transformer votre industrie finalement en imprimerie 3D. Alors comment ça se passe? Vous, déjà au niveau de l'activité économique, bon, vous avez bien précisé tout à l'heure que c'était très difficile en ce moment puisque vous faites partie des secteurs non essentiels et qu'en plus, entre les salons fermés, le tourisme qui n'est plus, effectivement, ça enlève, vous avez dit, entre 30 à 50% du chiffre d'affaires tout à l'heure en introduction. Alors, comment vous transformez-vous vers l'impression 3D? Alors déjà, c'est un groupe qui s'est un peu construit en 2005, qui au départ était 3 personnes et qui, au fur et à mesure, par du développement naturel et par la croissance externe, aujourd'hui, nous sommes 3 entités spécialistes qui font donc 9 millions de chiffre d'affaires et qui regroupent 75 personnes à Stein. Ce projet était avant un peu éparse en Ile-de-France. Vous aviez les 3 unités spécialistes qui étaient une à Villebombe, l'autre à Aubervilliers et la dernière à Stein. Et en 2017, nous avons choisi de regrouper l'ensemble des compétences, créer des synergies, créer de l'humain, créer de la valeur qui permettait ensemble, puisque tous ces métiers étaient quand même un peu connexes, la cinétique a besoin de plasturgie, la plasturgie a besoin d'impression, voilà, donc tous ces métiers se sont finalement associés pour devenir le groupe Mangeman. Oui, il fallait rationaliser finalement. Voilà, et puis on a cherché des locaux, donc on a été... Est-ce que c'était facile de trouver des terrains? Parce que si vous avez déménagé... Extrêmement compliqué, surtout à moins de 4 km du port de Paris. Mais nous avons été là très accompagnés encore une fois, alors un peu par la Chambre de commerce, qui nous a orientés vers des zones prochainement attractives, puisque nous sommes arrivés en 2009 dans cette Gomicet, qui nous a complètement, quasiment à l'abandon et qui aujourd'hui un superbe développement, finalement accompagné par Pleine Commune qui est aménageur et qui a fait un magnifique travail sur la zone. Donc c'est compliqué, d'abord parce que c'est cher, pour une PME c'est cher de s'installer si proche de Paris. En plus il y a beaucoup de spéculation, donc c'est compliqué de pouvoir garder des entreprises PME aux portes de Paris. On est de plus en plus repoussé aux profondeurs lointaines, et nous, nos clients, on a besoin de proximité, donc il fallait absolument qu'on trouve une solution proche de Paris, puisque l'origine même, nous étions au centre de Paris, les entreprises étaient dans les quartiers de Moussaïa, les 3 entreprises citées étaient dans ces quartiers-là. Parce que j'imagine que vos clients demandent à ce que vous veniez apporter des épreuves avant... sur mesure, donc tout se passe par un échange plus ou moins long sur ses attentes, et sur l'idée qu'ils ont et comment nous pouvons le réaliser, l'accompagner avec nos moyens de production. Alors la 3D, pourquoi la 3D? Parce que c'est vrai que cette période de pandémie nous a aussi un peu obligés à nous réinventer, on en parlait tout à l'heure, les PGE, les futures charges qu'on pose sur le dos des entreprises, il va bien falloir les payer, donc on ne va pas les payer avec nos vieux modèles, on va les payer, en tout cas on espère les payer avec des modèles nouveaux, associés aux modèles anciens, et faire de tout cela une alchimie positive, et souhaiter finalement, après un repart certain, en tout cas indispensable, qu'on puisse être prêt. Alors on a investi en surface, on a créé des mezzanines, on a donné de l'air à nos murs, puisque comme vous dites, le terrain est cher, donc il faut s'élever. On construit, puis on investit dans des machines plus performantes. Donc on n'est pas du tout en attente d'une mort certaine ou en attente d'une reprise miraculeuse. On est dans la dynamique d'une réorganisation. Voilà, on se sert de cette pandémie finalement pour se restructurer et pour être, j'espère, le plus prêt et dispo dès que tout cela sera calmé. Pour redémarrer le plus vite possible à 100% comme avant, j'allais dire. Exactement, on en rêve, même sur 10%.
sens. Mais finalement, c'est le côté positif finalement de la pandémie, c'est cette obligation de se restructurer, de repenser les choses en même temps. On n'a pas le choix. Un échec, comme on en a tous les entrepreneurs, hein, tout au long de notre vie, nous pousse en permanence à réorganiser tout, et c'est grâce à ces échecs presque qu'on modifie et qu'on avance. Alors vous dites des échecs, à chaque fois. Vous dites que c'est les échecs finalement qui nous poussent. Toujours. Sinon, on est posé, latent. Dans son train-train. Dans son train-train, quotidien. Il ne se passe rien, voilà. Donc oui, enfin, c'est triste à dire, mais on assume. Hein. Voilà, c'est toutes ces étapes, ces barrières qui nous poussent à nous réinventer et qui nous poussent à mettre une nouvelle pierre à l'édifice, même si on réinvente la roue à chaque fois, on avance quand même et puis ça fait du bien. Alors vous travaillez avec des salons, des musées, des aéroports, donc tout ça c'est fermé. Vous travaillez aussi un petit peu en architecture d'intérieur. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine pour le bâtiment? Alors c'est la société CEPELCO qui est spécialisée dans la signalétique de bâtiments tertiaires. Donc tout ce qui est décor, guide, optimisation des flux, de personnes, fournisseurs, clients, sur des gros plateaux qui sont finalement en général les grands sièges sociaux. L'aire de jeu était il y a quelques années beaucoup la Défense, et puis on voit le 93 se réveiller, lutter et arriver finalement avec l'arrivée du Stade de France à dynamiser un peu tout ça, et on voit arriver les grands groupes. Voilà, donc on s'occupe de ces grands plateaux. Est-ce que vous êtes inscrit justement à CCI Business pour répondre aux appels d'offres divers et variés? Alors CCI Business, je ne pense pas. Par contre, on a été un peu boosté par à la suite des subventions. On est rentré dans la chaîne business, business de la région. Voilà, bon, de toute façon, nous, les appels d'offres, on y répond. Aujourd'hui, évidemment, le Grand Paris est une grande dynamique pour nous. Hein. On répond à ces projets des Jeux Olympiques, avec une signalétique d'avenir moderne que la région cherche à mettre en place. Voilà, donc on est très présent sur les appels d'offres. Alors justement, vous veniez de dire que vous avez eu la subvention de la région. Donc je rappelle que c'est 150 000 euros plus 500 000 euros du gouvernement, de l'État. Vous êtes fait aider par la CCI. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, à un moment donné, cette pandémie, encore une fois, donc cet échec général, finalement, nous a fait peur sur nos projets d'investissement. Et puis, on a entendu parler de potentielles aides, notamment au départ une aide qui était une aide Covid, donc sur laquelle nous n'avons pas été lauréats, parce que finalement tout ça a été tourné très vite vers le médical, donc vers les systèmes de santé et autres, ce qu'on comprenait tout à fait. Et derrière, très vite, l'État ou les régions ont remis en place des aides pour l'industrie, et nous permettre peut-être de sécuriser nos investissements. Donc oui, la Chambre de commerce a permis finalement, dans cette phase-là, de nous aider dans les choix des aides possibles, nous a accompagnés totalement dans ce développement, jusqu'à même la remise des dossiers. Donc, et là, pour ça, vous faites tout ça en interne, ou bien est-ce que vous avez fait appel à un cabinet spécialisé dans les aides? Non, grâce à la Chambre de commerce, finalement, c'est nous en interne, associés à la Chambre de commerce, et ensemble, sans autres acteurs, on répond à une offre claire, qualifiée et bien conseillée. Voilà, donc Danielle Dubrac, vous êtes contente du sentiment donc, de Jérôme Bénilan. Je pense que là, ça félicite, on peut dire, bravo à vos équipes. Alors, je voudrais revenir avec vous sur les salons, parce que la CCI est propriétaire, justement, de Villepinte et de la Porte de Versailles. Logiquement, c'est les deux plus gros espaces de salons de la région Île-de-France. Quel impact pour vous en tant que CCI? Oui, c'est vrai. Puis dans le 93, il y a aussi le Bourget. Tout ça, en plus, oui, c'est vrai. Villepinte, et effectivement. Écoutez, sur les foires et salons en 2020, il y a eu 317 salons qui ont été annulés, 85 000 entreprises qui ont annulé leur venue dans ces salons, et pour cause. Ça représente 17,2 milliards d'euros non réalisés par les entreprises.
Et puis pour la région, c'est 3,4 milliards d'euros qui ont été définitivement perdus. Bien sûr. Et là où il faut faire très attention, c'est que si un salon est perdu, d'autres pays pourraient le récupérer. Je me souviens du salon de la caravane. Nous étions pendant le premier confinement. Il devait avoir lieu au Bourget. Les caravanes, le camping, c'est dehors. Hein, voilà. Et la réglementation, les restrictions, les conditions, les contraintes en France étaient telles que ce salon n'a pas pu se tenir. Eh bien, il a été malheureusement récupéré par un autre pays qui n'avait pas forcément les mêmes contraintes, des fois, d'où l'intérêt des fois d'avoir une harmonisation au moins au niveau européen. Et il a pu se tenir ailleurs. Et j'espère qu'il n'est pas perdu définitivement pour la France. C'est un exemple. On espère, bien sûr. Alors justement, Jérôme Bénilan, vous, comme vous dites, les échecs poussent à se réorganiser, à se réinventer. Quelque part... Pardon ? C'est peut-être mieux sans, je ne sais pas. Mais... Alors, par contre, vous en profitez malgré tout pour lancer une école cette année. Ouais. C'est votre projet. Vous lancez une école à Stein qui va ouvrir le 1er septembre. Ça va s'appeler la Iron Academy, c'est ça ? Alors, c'est l'école de production du Grand Paris Nord, qui est donc nommée Iron Academy. En effet, ça c'est un projet que nous montons avec la région, encore une fois, pleine commune, qui a beaucoup participé à ce projet, et cette fondation qui est l'école de production, qui est une école qui a plus de 150 ans, et qui aujourd'hui cherche à se développer pour répondre à finalement des problématiques chez les jeunes, surtout puisque cette école est destinée aux enfants de 15 ans, qui finalement dans leur scolarité ont des problématiques d'adaptation, et nous offrons une option parallèle qui peut les mener jusqu'au bac professionnel, et qui leur permet d'être plus proche de l'industrie, donc avoir 75% dans l'école finalement de transformation, de toucher l'outil, de rencontrer le client, puisque le but de l'école de production, c'est de vendre la production réalisée par les élèves, et 25% d'enseignement classique. Donc dans cette école, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre ? La soudure, le Alors, pliage ? nous, on est spécialisé dans le métal, mais il y a 30 aujourd'hui écoles de production en France qui ont tous différents corps de métier qui finalement s'adaptent aux différents besoins ciblés, recherchés des industriels sur une région précise, puisque l'Iron Academy qui est à Stein, qui est d'ailleurs un projet qui est soutenu par l'Industrie, qui elle-même aussi est une école de formation, et elle-même soutenue par la Fondation Total, qui donc alloue des fonds à ces développements pour accompagner les jeunes. Donc finalement, pour Stein, l'objectif, c'est d'apprendre, c'est ça, la région a besoin de soudeurs, voilà, tout à fait. Et de plieurs, enfin Voilà, de tous ces métiers de la métallerie finalement. Exactement. Voilà. Donc ça va ouvrir dès septembre 2021 pour les 15 ans et plus. Exactement. Dans 15 ans, à partir de 15 ans. À partir de quand ? À partir de 15 ans. À partir de 15 ans. Quand peut-on déposer ou quand les parents peuvent-ils déposer un dossier ou les Alors, on est en enfants ? pleine création. Donc là, vous avez un Instagram qui permet, donc c'est EDP Iron Economy sur Instagram, qui permet de commencer à créer l'échange. Nous avons une directrice d'école. Nous sommes aujourd'hui en recherche nous sommes en recherche de maîtres d'apprentissage qui nous permettrait donc d'accompagner ces jeunes dans le domaine de la métallerie, extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jérôme Bénilan. On va passer la parole à Elliot Lacour. Vous, Elliot Lacour, vous êtes dans un autre domaine d'activité. Vous êtes dans le domaine donc de l'eau, de la gestion de l'eau, de la valorisation, j'allais dire, de l'eau, si je puis dire. Expliquez-nous un petit peu comment vous êtes organisé, puisqu'il y a 7 usines dans le groupe. Oui, tout à fait. Donc nous sommes un spécialiste donc, historiquement de l'extraction-ventilation. Puis c'est une entreprise qui a près de 100 ans, qui date de 1928. Donc, qui a évolué progressivement vers le métier de l'eau, l'assainissement non collectif, puis la récupération et la valorisation de l'eau de pluie. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites assainissement non collectif ? Ça veut dire que c'est pour les particuliers, votre clientèle ? Voilà, ou ça peut concerner aussi des immeubles ? Aujourd'hui, on parle de parcelles. Donc, c'est effectivement soit, on va dire, pour le particulier, la maison. Mais nos solutions sont adaptées également à du petit collectif,
Alors on parle d'équivalent habitant dans l'assainissement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà. Grosso modo, ce sont des applications qui sont plutôt rurales, puisque en milieu urbain, bien sûr, nous avons l'eau tout à l'égout en général, mais en milieu rural, l'assainissement doit être fait à la parcelle, donc sur votre terrain, que vous ayez effectivement un habitat individuel ou un habitat regroupé, du lotissement, ou ce genre de choses. Et donc nos solutions permettent voilà, de gérer ces eaux, de les traiter et ensuite de les réinfiltrer dans le sol une fois qu'elles ont été dépolluées. Donc voilà, on est une solution alternative au tout à l'égout. Et sur l'eau de pluie, l'application peut se faire aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Nous avons des solutions de stockage, ce sont des cuves qui sont enterrées, qui vont de 3000 jusqu'à 10 000 litres et plus, qui permettent de stocker votre eau de pluie et ensuite de la réutiliser pour votre arrosage, mais également dans l'habitat, par exemple pour vos chasses d'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'eau des WC, c'est quand même de l'eau potable qu'on utilise. Voilà, aujourd'hui, on a l'opportunité en France de pouvoir utiliser de l'eau de pluie pour la chasse d'eau, ce qui permettrait une économie d'eau potable non négligeable. Et là, on pourrait faire appel à vos produits pour créer un deuxième réseau finalement dans sa maison ou dans son appartement, dans son immeuble. Effectivement, il faut deux réseaux puisqu'il y a des conditions sanitaires très strictes à respecter. Donc il faut un double réseau dans la maison avec des systèmes de déconnexion. Et nos solutions, qui sont des cuves enterrées, sont ensuite reliées à un certain nombre d'équipements, des gestionnaires d'eau, des pompes, qui permettent ensuite d'alimenter la maison voilà, vers différents endroits. Et nous cherchons également à développer des technologies qui permettent de piloter demain votre gestion, c'est-à-dire que vous avez votre cuve qui est connectée et vous pouvez, avec une application, soit orienter votre eau plus vers les WC ou plutôt pour l'arrosage, pour votre jardin. Si par exemple vous êtes en été, vous avez un phénomène de sécheresse qui arrive, vous voulez garder un environnement voilà, autour de votre maison plus frais, et bien vous pouvez réorienter plutôt l'eau voilà, vers le paysager pour garder une terrasse voilà, un petit peu plus verdoyante, etc. Donc demain, voilà, l'idée c'est vraiment de créer l'utilisation connectée à la demande de cette ressource inestimable qu'est l'eau de pluie, qu'il ne faut pas négliger. Mais alors ça, on comprend très bien l'installation quand on construit une maison, enfin, ou un bâtiment neuf. Est-ce que c'est beaucoup de transformation quand c'est une maison existante pour la rénovation, j'allais dire? Alors sur la réhabilitation, sachant que ça devient une obligation aujourd'hui, que ce soit en particulier sur l'assainissement, quand vous vendez une maison, un bien, vous devez faire contrôler votre installation d'assainissement. Et si elle n'est plus aux normes, vous êtes dans l'obligation pour la vente, effectivement, de la remettre à l'avant. Donc c'est un coût qui, en général, effectivement, n'est pas anticipé, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est très important, effectivement, de l'intégrer dans votre budget très tôt. Et puis c'est récent de toute façon, voilà, cette obligation, comme vous dites. Absolument. Et donc, il y a, voilà, effectivement, au niveau de la réglementation, des possibilités de réhabilitation, de venir se pluguer voilà, sur une installation existante et de venir rajouter en aval des solutions plus modernes qui permettent voilà, de faire le traitement voilà, pour répondre aux normes sanitaires. Mais alors je repose ma question différemment parce que j'ai pas bien compris, je suis désolée. Est-ce que dans le cas d'une réhabilitation, d'une rénovation d'une maison, est-ce qu'il faut casser les murs? Comment fait-on pour installer ce réseau secondaire? Alors c'est très difficile effectivement sur la réhabilitation d'installer un réseau secondaire. Ça se fait mais c'est voilà, à un coût très élevé. Donc en général le double réseau se fait sur la construction neuve. Ensuite, si vous faites de la réhabilitation, bon, vous pouvez restreindre l'usage que vous faites de l'eau simplement à l'extérieur. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à l'intérieur de la maison. Dans ce cas-là, ça ne nécessite pas de mettre un double réseau. Si vous l'utilisez pour laver votre véhicule ou arroser votre jardin, voilà, là, vous n'aurez pas besoin d'un réseau secondaire puisque... Voilà, donc c'est de la seconde option. Voilà, exactement. Ne rentrera pas dans votre habitat. On peut mettre un système plus léger qui récupère toute l'eau finalement, c'est ça? Et qu'on rediffuse dans le jardin ou... Tout à fait. C'est à la demande, c'est en fonction de votre besoin. Vous pouvez soit effectivement l'utiliser de la façon la plus large possible, que ce soit dans votre habitat, mais également pour l'extérieur. Si effectivement vous êtes plutôt dans la réhabilitation, bon, bah, dans ce cas-là, ce sera plutôt l'utilisation en extérieur, mais ça vous permet d'économiser voilà, l'eau pour laver les sols, l'arrosage, etc. Donc ça répond à ce nouveau décret donc, sur la réutilisation des eaux usées, c'est bien ça? Alors oui, il y a les eaux usées et les eaux de pluie. C'est effectivement
effectivement, au niveau sanitaire, c'est bien différencié. Donc, au niveau des eaux usées, la réutilisation et la valorisation est beaucoup plus réduite. Il faut des traitements beaucoup plus lourds que simplement l'eau de pluie, puisqu'on a des risques, des enjeux sanitaires qui ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, vos solutions permettent les deux cas de figure, donc eau de pluie et eau usée. Alors, en ce qui nous concerne, le développement et la subvention dont nous avons bénéficié en Ile-de-France, c'est pour la mise en place d'une chaîne de fabrication pour des solutions eau de pluie. Donc, c'est ça que nous allons développer dans un premier temps, parce que la réglementation sur la réutilisation des eaux usées, aujourd'hui, est assez restrictive. Mais on a bon espoir qu'avec voilà, les discussions et puis avec cette ressource que constituent les eaux usées, la réglementation puisse évoluer pour une utilisation plus large. Aujourd'hui, on est plutôt spécialisé sur l'eau de pluie, mais bien sûr, nous travaillons par anticipation à la valorisation des eaux usées traitées. C'est l'avenir, c'est évident. C'est fait déjà dans beaucoup de pays. On parlait d'Israël tout à l'heure. Israël utilise les eaux usées traitées, par exemple, pour l'agriculture, également en Espagne. Vous consommez, sans le savoir aujourd'hui, par exemple, des tomates qui sont arrosées avec des eaux usées traitées. Voilà, on ne le sait même pas. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise dans l'ensemble des pays. Bien sûr, puisque l'eau, c'est voire le bien le plus précieux pour tous, vu le réchauffement climatique. Alors, vous allez investir plus d'1,6 million pour justement cette nouvelle, je ne sais pas comment on peut dire, chaîne de fabrication, c'est ça? Et vous avez eu une subvention de la région, vous allez la recevoir de 650 000 €. Comment avez-vous fait pour obtenir cette subvention? Nous sommes également passés par les CCI. Nous avons été accompagnés effectivement par un conseiller de la CCI. Comme le disait Madame Dubras tout à l'heure, c'est vrai, une entreprise fait partie d'un écosystème. Il est extrêmement important voilà, pour un dirigeant d'entretenir en permanence ses relations, que ce soit avec les institutions, on parlait des banques tout à l'heure, mais l'entreprise ne peut pas survivre si elle n'a pas des interlocuteurs voilà, sur tous ces aspects-là. Est-ce que la banque aurait répondu? Vous aviez déjà fait appel aux banques pour... Les banques avec le PGE ont été quand même très réactives, nous ont bien accompagnés. Bon, nous, on est une entreprise voilà, qui a quelques années quand même, donc on a aussi des relations de longue date avec nos partenaires bancaires. Donc c'est plus facile effectivement, pour investir dans les biens de production, je veux dire. Donc ils nous connaissent bien, donc voilà, c'est vrai que c'est plus facile, ils connaissent la solidité de l'entreprise. Mais les chambres de commerce ont été extrêmement voilà, présentes et réactives. Et c'est grâce à un conseiller que nous avons pu monter le dossier parce que, comme le disait Jérôme tout à l'heure, voilà, on est pris par notre quotidien, surtout cette année, nous, les salariés, les dirigeants, il a fallu qu'on mette en place les protocoles sanitaires en entreprise. On n'avait pas spécialement le temps d'étudier toutes les subventions, toutes les offres voilà, qui étaient mises en place par les régions, par le gouvernement. Et donc se faire accompagner, c'est essentiel. Et ça permet de monter des dossiers voilà, qui ont plus de chances en plus voilà, de passer et d'être acceptés. Alors cet argent va être investi dans quelle région de France, puisque vous avez 7 entreprises finalement qui sont installées partout en France? Absolument. Donc, le fait que nous ayons des produits qui soient assez volumineux, on parle de cuves voilà, de 10 000 litres, 10 mètres cubes, c'est difficilement transportable. Donc historiquement, la société s'est développée au plus près voilà, de la clientèle, donc des implantations régionales, parce qu'on avait des difficultés de transport. Mais là, dans le cadre de la subvention PME Île-de-France, l'investissement ira sur le site de Villetaneuse, donc dans le 93. Donc, de toute façon, c'était un engagement, il fallait que l'investissement se fasse sur l'Île-de-France. Et donc là, nous avions un site qui date des années 50. Ça fait très longtemps qu'on est implanté à Villetaneuse, 1957. Et voilà, j'y ai vu une opportunité aussi cette année de pouvoir réhabiliter le site, lui donner un second souffle. On était voilà, sur des bâtiments qui commençaient à devenir obsolètes, un outil de production vieillissant, et quelque part, voilà, la pandémie, ça a été, comme le disait Jérôme tout à l'heure aussi, une opportunité. Moi j'y ai vu une opportunité pour l'entreprise, voilà, pour réinsuffler une dynamique et redévelopper ce secteur voilà, avec des emplois à la clé, redynamiser un bassin qui est, voilà, on le sait, en difficulté avec de forts taux de chômage. Donc il est important voilà, d'avoir une dynamique positive. Quelles sont les offres? Combien d'emplois prévoyez-vous d'augmenter, enfin d'offrir à terme, et quelles sont les offres que vous avez actuellement à pourvoir? Alors aujourd'hui, sur le site, nous sommes environ 35 personnes et on vise à horizon 2024 la cinquantaine de salariés. Donc on implante une machine avec une chaîne de montage derrière. Donc sur la machine, ce sont des machines
où bien sûr nous avons des opérateurs de production. Donc c'est ce que nous recherchons, des opérateurs de production plastique pour le rotomoulage. C'est un métier assez spécifique. Nous avons également besoin d'un gestionnaire de données techniques. Alors là, on est plutôt sur la partie digitale, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de gérer une base de données. Nous avons également besoin de responsables de fabrication, voilà, des personnes qui puissent encadrer des équipes de production. Voilà un petit peu la typologie d'emploi que nous recherchons. Alors, peut-être, voilà, pour donner quelques informations plus précises, les personnes peuvent se renseigner sur nos réseaux LinkedIn, Facebook ou Twitter, sur lesquels nous postons en général voilà, les demandes, les offres d'emploi. Donc simplement en tapant Sebico, vous nous trouvez sur les réseaux sociaux et vous pouvez accéder aux différentes offres d'emploi. Vous n'utilisez pas Pôle emploi ou ces types classiques, Si, bien ou sûr. je ne sais pas, cadre emploi, enfin ce genre de... Nous accompagnons nos offres d'emploi, effectivement, filière plus classique, on va dire, voilà, par la diffusion au travers de Pôle emploi. Parfois, nous avons aussi appel à des entités plus régionales qui connaissent bien les secteurs. Voilà. Mais les réseaux sociaux voilà, permettent une couverture tout de suite assez large et par le réseau. Donc, ça se fait toujours en parallèle. Alors, on a bien compris que vous occupiez de la valorisation des eaux de pluie. Qui sont les clients, finalement, de votre groupe? Parce qu'il n'y a pas que les particuliers, j'imagine. Nous ne vendons pas en direct aux particuliers. Nous passons par du négoce de distribution. Mais, in fine, effectivement, c'est le particulier l'essentiel de la clientèle. Mais nous avons aussi, bien sûr, des bailleurs qui peuvent, ou des constructeurs qui peuvent investir sur des solutions pour équiper des lotissements, également des bâtiments publics. Nous répondons à quelques appels d'offres, mais ce n'est pas le gros de notre activité. Mais la principale clientèle reste le particulier, voilà, qui souhaite valoriser son eau, soit usée, ou son eau de pluie, pour la réutiliser. Et à qui doit-il s'adresser pour trouver vos produits? Nous sommes présents dans tous les grands négoces de distribution. Donc les grandes surfaces de bricolage, vous voulez dire? Exactement. C'est donc de toutes les marques, partout en France, c'est bien ça? Partout en France. Et c'est vendu sous le nom De Sebico. De Sebico, tout simplement. Absolument. Voilà, comme ça tout le monde sait tout. Alors, on va peut-être rappeler avant, parce qu'il nous reste donc à peu près 5 minutes d'émission, on va peut-être rappeler les coordonnées de chacun. Daniel Dubrac, peut-être le numéro principal de la CCI du 93. Vous avez parlé tout à l'heure du 01 48 95 10 94. C'est parfait, c'est le numéro de la CCI 93, mais bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas dans 93, que je peux regretter à titre personnel, néanmoins ils sont sûrement dans le Val d'Oise, le numéro général de la cellule régionale de la CCI, c'est le 01 55 65 44 44. Voilà, et c'est gratuit. Et c'est gratuit, et puis ne pas hésiter à appeler des équipes qui sont quand même très, très formées. On va donner la parole à Jérôme Bénilan. Même question. Si on veut vous contacter, qu'est-ce qu'il faut faire, Jérôme Bénilan? On a un site, on a 3 sites, mais un site principal qui est grangeman.com. Ça, c'est pour la partie de l'industrie. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'école de production, c'est edp.iron Academy sur Instagram pour le moment, puisque c'est quelque chose de naissant, hein, mais on sera prêt au 1er septembre 2021. On peut même question, Elliot Lacour, si on est intéressé par vos produits, pour vous contacter si on est professionnel ou si on est intéressé par les offres d'emploi. Tout à fait, donc également site internet www.sebico.fr ou sur les réseaux sociaux, donc essentiellement LinkedIn ou Facebook. Vous tapez Sebico et vous tombez sur nos comptes. Voilà, donc voilà 2 industriels qui réinvestissent et qui profitent de la crise pour se réorganiser et pour voir l'avenir ensuite avec plus, bien sûr, de sérénité. En attendant, Jérôme Bénilan, vous dites le PGE reculer son remboursement devrait être imposé par l'État. C'est ce que vous pensez, Oui. en tout cas. Oui, parce que les banques sont... Enfin, c'est difficile d'avoir un échange avec les banques transparents, et puis je pense qu'il faut une équité pour tous. Voilà, je pense qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas eu besoin du PGE, hein, donc il faut vraiment être équitable dans toutes les entreprises. Mais en tout cas, je pense qu'en effet, il faut aujourd'hui
ne pas laisser les entrepreneurs seuls face à leur banque, devoir lutter pour tenter d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ont subi une pandémie que tout le monde connaît. Il faut maintenant agir sur 2021 qui semble encore être une année qui va être un peu particulière, libérer les esprits, libérer l'envie et faire en sorte que 2022, en tout cas, de manière garantie, soit une année normale, on va dire. Voilà, que la vraie vie, j'allais dire, revienne avec les touristes, les restaurants, les avions, Les salons. bref, les salons, tout ce qu'il nous faut pour mener une vie normale, j'allais dire. Enfin, je ne sais pas si on va pouvoir retrouver la normale. Est-ce que ça va être une autre normalité, j'imagine? Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Dubrac? Ça va être différent. On ne peut pas rester indifférent au nouveau mode d'organisation de l'entreprise et puis aussi du salarié. Pensons par exemple au télétravail. Ça va forcément être différent. On parlait d'emploi tout à l'heure. Je voudrais dire que pour ceux qui ont perdu leur emploi, d'abord les jeunes, il y a la plateforme Un jeune, une solution qui existe, les aides au niveau des apprentis, des alternants qui existent, les CVTech dans les fédérations ou dans les entreprises qui existent, les emplois francs qui existent. Dans le 93 par exemple, la moitié de la population est éligible à des exonérations pour les entreprises. Ça peut permettre aux entreprises aussi de rebondir. Et puis pour ceux qui ont perdu leurs emplois, la reconversion à travers leur compte personnel de formation pour aller vers des métiers plus porteurs que celui qui malheureusement était lié à leur entreprise. Donc il ne faut pas perdre espoir, mais ça ne va pas nous laisser indifférents et ça va forcément peser sur une organisation, un management peut-être plus horizontal avec des managers qui vont être différents puisqu'ils vont manager leurs collaborateurs un peu en télétravail, un peu en présentiel. Elliot Lacour nous l'a dit tout à l'heure, donc c'est un nouveau dialogue social finalement. Vous avez profité aussi de ça pour... Est-ce que c'est plus agréable? Est-ce que les salariés préfèrent finalement? Est-ce que vous avez senti que la pandémie resserrait les liens entre les salariés? Le télétravail, c'est quand même particulier. Enfin, globalement, voilà, le full télétravail, le télétravail à 100% ne fonctionne pas très bien. À un moment donné, je crois qu'il y a besoin de se retrouver en équipe, de pouvoir échanger, de pouvoir partager. C'est des petites choses, hein, c'est la machine à café le matin, de pouvoir... Voilà. Mais ça, c'est très important. Donc, mais voilà, il faut qu'on apprenne quand même à travailler avec ces outils digitaux. C'est sûr que ça a accéléré le déploiement, en particulier chez nous, de tous ces outils. Et maintenant, il faut qu'on accompagne les managers, les salariés dans la bonne utilisation de ces outils. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les trois. Demain, vous retrouvez Jacqueline Voraz. Et pour ma part, je vous retrouve dès mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, faites attention, portez vos masques. Et puis, bonne journée.